tiens d'abord à vous remercier, Monsieur Giefflat, de m'accorder cette séance pour pouvoir présenter mes travaux. Et je vous remercie toutes et tous d'être là ici pour pouvoir m'écouter et pouvoir bénéficier de vos remarques. Alors, je vais vous faire une présentation assez classique, hein, avec une première partie théorique où je vais vous présenter un petit peu mon cadre conceptuel et je vais vous problématiser mon sujet de thèse. Une deuxième partie empirique pour tester mes résultats, tester, j'allais dire, la règle que je vais vous exposer. Une deuxième partie sur les apports et enfin les limites de ma thèse. Alors, pour vous introduire mon travail de recherche, j'imagine qu'ici, tout le monde connaît tous le covoiturage.fr. On en parlait justement hier à la maison. Alors, le principe est assez simple. Hein. Si vous voulez aller à une destination, vous vous connectez sur Internet, vous allez dans une plateforme dite collaborative, finalement, puisqu'il y a des interactions de connaissances entre des individus. Vous sélectionnez un voyage et hop, au bout de quelques minutes, le tour est joué, vous recevez un texto, le conducteur a validé finalement le trajet et vous vous retrouvez au bout de quelques temps partir avec un étranger un petit peu en route pour réaliser une destination. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quelques années, on va dire il y a 10-15 ans, cette action aurait été quasiment impossible à réaliser. Pourquoi ? Parce que les plateformes collaboratives n'existaient absolument, du moins, existaient très peu et ils n'étaient pas développés tels qu'aujourd'hui. Alors certains diront qu'il y a toujours le moyen d'autostop finalement, parce que finalement c'est un petit peu le même principe. Hein. On monte avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que justement le foisonnement de ces types de plateformes collaboratives a permis de créer de nouvelles actions. Alors pour expliquer un petit peu ce processus-là, certains diront que le covoiturage finalement s'est développé pour des questions de prix. Suite aux crises de 2009-2010, covoiturage finalement trouve complètement sa raison. D'autres diront que c'est des questions de sécurité. Maintenant, il y a une certaine traçabilité lorsque vous prenez une place dans le covoiturage. On sait qui l'a pris, avec quelle personne vous montez. Et d'autres parlons peut-être d'écologie, développement durable, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à cette problématique-ci. Et c'est ce qui conduit justement à cette création de nouveaux services. Alors, ce qu'il faut retenir de toutes ces explications, c'est une chose très simple. C'est que depuis jadis, même depuis 10-15 ans, en prenant cet exemple du covoiturage au hiver, c'est que notre rapport au monde a complètement changé. Notre rapport aux enjeux, par exemple, climatiques, c'est complètement transformé. On le voit hein, lors de la dernière COP21, qui s'est déroulée il y a 3-4 mois. 177 pays ont signé cette COP21. Et il y a 20-30 ans, ça aurait été quasiment impossible. Ce qui explique ça, finalement, donc comme je vous l'ai indiqué, notre rapport au monde a changé, notre rapport au groupe, aux individus a complètement changé. Ce qui explique ça, c'est le changement de notre état d'esprit, le changement de nos sentiments, de nos émotions face à ces phénomènes. Alors, ma thèse, le cœur de ma thèse consiste à comprendre comment on crée ces émotions, comment on crée ces sentiments, comment on matérialise tout ce qui est du domaine de l'inconscient. Alors pour pouvoir le traiter, j'ai retenu une structure d'entreprise qui est énormément connue sur la partie empirique, mais qui est très peu connue sur la partie théorique. C'est la notion d'hypogroupe. Alors c'est une notion, c'est pas un concept. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que on a, suite à une étude INSEE, suite à une étude INSEE en 2010, qui expliquait qu'il y a une augmentation de 75% de 2002 à 2008 du nombre d'hypogroupes, du nombre de microgroupes. Autant on a une croissance de cette forme de structure finalement sur le terrain, mais autant sur la partie théorique, on n'a absolument pas de connaissances là-dessus. Donc l'idée pour moi, c'est justement de pouvoir allier sentiment, émotion avec cette structure, avec ce contexte qui est assez spécifique. Alors la question que vous allez me poser, qu'est-ce qu'un hypogroupe ? Alors un hypogroupe, c'est une notion qui a été inventée par Julien et Marchenet en 1987. Alors c'est un groupe assez classique, mais qui a une particularité dont je vais vous expliquer. Donc vous avez une holding ici, qui appartient à un dirigeant propriétaire. Alors dans le cadre de cette holding, nous retenons la définition suivante. Et hypogroupe familial, toute holding où le dirigeant propriétaire ou une famille, c'est-à-dire deux membres d'une même famille, donc parents, enfants, cousins, cousines, disposent de plus de 50% du capital. Donc là, je retiens le critère du capital. D'autres retiendront le critère du management, on a d'autres le critère comportemental. Dans ma définition d'entreprise familiale, je retiens le critère de la propriété. Alors la spécificité de ce type de structure, c'est que ces filiales
on les appelle des hypofirmes. Des hypofirmes, pourquoi? Parce que ce qu'on constate, c'est que dans ces structures, le dirigeant, de manière volontaire, il va s'assurer que son effectif ne dépasse pas le seuil de 50 personnes. Ah, c'est assez logique, hein, pour éviter, pour éviter de franchir les seuils sociaux et de pouvoir, entre guillemets, s'enquiquiner avec tout ce qui est CE et CHSCT. Donc tout ce qui est comité d'entreprise et comité d'hygiène et des directions. Alors, ce qu'il faut retenir de cette structure, c'est que vous avez donc le dirigeant qui va plutôt mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de diversification liées. Donc, vous allez avoir une activité qui est égale à une filiale. Donc, le dirigeant, je vous prends l'exemple, va créer d'autres filiales qui vont être en lien avec ces activités pour, bien entendu, avec l'effet de groupe, bénéficier d'effets de synergie, tout simplement, de réduction des coûts, de pouvoir réinvestir d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut retenir de cette structure, c'est que celle-ci a une compétence assez distinctive. Derrière, justement, cette raison, cette explication d'effet de seuil, où, assez normal, on dit voilà, c'est pour éviter de franchir les effets de seuil. Derrière cette structure, on constate que ce type de groupe a une structure particulière, une compétence distinctive, qui est la suivante. Alors, on s'aperçoit qu'au niveau de la holding, on a ce qu'on appelle de l'apprentissage culturel. Alors, je vais vous expliquer. Le but, j'allais dire, non économique de l'entreprise familiale, c'est de transmettre l'entreprise à la future génération. Donc ce qui se passe, c'est qu'à travers la holding, à travers le capital financier, on va transmettre des normes et des valeurs aux différents successeurs. De l'autre côté, au niveau des filiales, ce qu'on a vu ici, donc là on a de l'apprentissage culturel, là on a de l'apprentissage ce qu'on appelle individuel. L'objectif du dirigeant pour pouvoir anticiper la transmission, c'est d'intégrer ses successeurs ici, pour pouvoir justement prévenir de cette transmission et pour pouvoir les former. Alors, à partir de ce constat-ci, il y a un problème, qui est assez classique. Vous avez de l'apprentissage individuel ici, vous avez de l'apprentissage culturel ici. La question que je me pose, finalement, c'est comment on transforme cet apprentissage individuel en apprentissage culturel. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, comment on peut matérialiser ces interactions-ci? Alors pour pouvoir le faire, on va étudier justement cet acte de gestion qui, a priori, a l'air normal de transmettre une entreprise à la future génération pour une entreprise familiale. C'est l'air d'une action normale, mais encore une fois, pour étayer mon propos, vous avez une étude Transrégio qui est apparue à peu près il y a 3-4 ans. En France, pour vous donner un petit peu de données chiffrées, vous avez 83% d'entreprises familiales et seulement 12% de transmission. Donc vous avez un taux de casse énorme. Donc de dire que la transmission, que l'entreprise familiale a cet objectif de transmettre son entreprise à la prochaine génération est un acte de gestion normale, c'est bien le contraire qui se produit. Ce n'est pas un acte de gestion normale parce qu'on se rend compte qu'il y a un taux de casse énorme. 80%, 12% de réussite. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la transmission d'entreprise? Alors la transmission d'entreprise, c'est cette capacité que le prédécesseur, donc le cédant de l'entreprise, le papa généralement, les parents, c'est cette capacité à transférer des croyances. Donc transférer des valeurs, transférer des contextes, transférer finalement des aspirations profondes pour que les futurs successeurs puissent reprendre l'entreprise. Il y a justement cet aspect de compétence qui est essentiel, qui est indispensable pour pouvoir récupérer une entreprise. Alors vous avez, j'ai essayé de synthétiser, toute la partie théorique. Alors vous avez grosso modo 3 théories qui ont parlé de croyances individuelles. Vous avez la théorie de l'individualisme méthodologique, où là, avec les travaux de Schumpeter, où finalement on explique que c'est l'entrepreneur qui va mettre en place différentes combinaisons pour pouvoir créer ce qu'on appelle des capacités cognitives et être opportuniste sur le marché. Alors la problématique de cette théorie, c'est qu'on n'a accès que sur l'entrepreneur. Or, dans une entreprise, même familiale, vous avez l'entrepreneur et l'ensemble de ses collaborateurs. Donc les collaborateurs ne sont pas pris en compte dans cette théorie. Le deuxième élément, la théorie du capital social. Donc on étudie finalement les interactions, les liens entre les individus. Donc ces interactions qui permettent justement de créer ce que disait Napiet et Gossal, toute cette solidarité, toute cette confiance. Encore une fois, le problème de cette théorie, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre les conséquences de ces interactions sur les connaissances des individus. Est-ce que finalement le capital social influence une des aspirations profondes de l'individu, qui sont les connaissances? Troisième théorie, la théorie des ressources et compétences, qui a plutôt étudié, donc j'ai plus parlé de croyances organisationnelles finalement, plutôt générales. Alors encore une fois, le problème de cette théorie, c'est qu'elle est trop générale et on n'est pas capable de comprendre si l'individu s'épanouit dans l'organisation, si l'individu accroît ses savoir-faire dans l'entreprise. C'est une théorie trop générale, donc qui est à un niveau plutôt, on va dire plutôt méso,
Et l'idée de cette théorie, finalement, pas l'idée plutôt, cette théorie omnibule complètement l'effet micro, l'effet d'individu. Alors moi j'ai pu le remarquer lors de mes sondages, en tout cas dans les hippocos-familiaux. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que le prédécesseur finalement va exiger de la part de ses collaborateurs, finalement, va essayer de créer des contextes pour développer des échanges avec ses collaborateurs. Donc quelque chose de très simple, un dirigeant me disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque collaborateur puisse toquer à mon bureau et puisse m'expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise, toutes les problématiques. Mais de l'autre côté, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le dirigeant d'entreprise ne fait pas non plus cet effort-ci de pouvoir dévoiler sa stratégie, de pouvoir proposer ou montrer un petit peu les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc à partir de là, vu qu'il y a une relation finalement inégale entre le dirigeant propriétaire et l'ensemble des collaborateurs, se pose le problème de réciprocité. Il faut qu'il y ait cette réciprocité justement pour pouvoir, j'allais dire, s'assurer de ses compétences distinctives. Alors la question qu'on se pose, pour développer de la réciprocité, il faut développer des interactions. Plus vous allez développer des échanges, plus il y aura forcément une relation égalitaire avec les collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Donc la question qu'on se pose, une première question, comment construire une interaction? Alors pour construire une interaction, il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut changer ses pensées. Il faut changer finalement son angle de vue pour ce qu'on appelle créer des capacités cognitives. Il faut changer sa façon de penser si vous voulez développer des interactions. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez développer cette réciprocité. Alors, qu'est-ce que c'est que des capacités cognitives? Finalement, c'est un ensemble de comportements qui vont permettre d'atteindre des objectifs ou des buts pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Alors, encore une fois, 3 théories ont étudié le comportement. Donc, la théorie de la pensée. Donc, on va essayer de comprendre les actions des individus par la pensée. Le problème de cette théorie, c'est que finalement, on renferme la pensée dans la boîte noire finalement de l'individu sans prendre en compte les normes. Un individu va bien entendu prendre en compte ses pensées, mais aussi, il faut aussi prendre en compte les normes, les règles du groupe qui vont influencer son comportement. Donc on ne peut pas s'isoler que sur l'individu. Il faut prendre en compte les règles de vie du groupe. Une deuxième théorie, la théorie des ressources sociales, de Lynn, qui nous explique justement que pour aller chercher des ressources stratégiques, c'est-à-dire des ressources hautes, l'individu a tendance à se détacher de son groupe pour pouvoir aller solliciter un groupe dont il a des fréquences ou des interactions très faibles. Alors la problématique de cette théorie, c'est qu'on n'est pas capable de passer d'un esprit, on n'est pas capable de comprendre finalement comment l'individu passe d'un esprit collectif à un esprit individualiste. Il y a toujours ce qu'on appelle ce trou structurel. Une troisième théorie qui étudie les comportements, donc là c'est la théorie resource-based view, on en parlait la dernière fois, donc même si elle est trop statique, elle reste finalement d'une certaine manière indétrônable, puisque Barney définit 3 ressources, l'argent, le capital, les savoirs, bien entendu les ressources immatérielles, et enfin les machines. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle ne prend pas en compte les ressources, une des ressources fondamentales, par exemple dans une entreprise familiale, les valeurs. Les valeurs, c'est une ressource essentielle. C'est une ressource de fond qui est nécessaire pour comprendre la réflexion du dirigeant, pour comprendre les comportements de nos successeurs. Alors, moi, ce que j'ai pu voir aussi, pareil, dans mes études empiriques, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en sondant le successeur, en sondant le dirigeant, vous avez parfois, dans des entreprises, ces personnes-ci ont 2 visions complètement différentes. Je vous prends un exemple précis. J'ai travaillé dans une entreprise, dans une boucherie, enfin bon, de viande de gros plutôt. Vous avez le successeur qui disait, non, moi c'est une stratégie de volume qu'il me faut, j'ai envie de développer mon chiffre d'affaires, développer ma rentabilité par une stratégie de volume. Alors que le prédécesseur, finalement, était plutôt dans une stratégie où pour lui, ce qui était important, c'était l'aspect du bio à développer, donc l'aspect du qualitatif à développer. Donc du coup, on a une problématique de valeur naturellement qui se crée parce que les visions sont complètement différentes. Alors, pour pouvoir agir sur la vision, par exemple, si le prédécesseur veut agir sur la vision du successeur, il faut qu'il soit capable de transformer ses attitudes. Si le prédécesseur arrive à modifier les attitudes du successeur, vous pouvez être sûr qu'il aura la même vision que lui et la transmission pourra devenir un acte de gestion normal. Alors, la question c'est comment on peut pouvoir agir sur les attitudes. Pour pouvoir agir sur les attitudes, il faut finalement susciter, créer des réflexions auprès du successeur. Plus vous allez susciter chez lui des réflexions, plus vous allez susciter chez lui des réactions
plus il va changer son état d'esprit, plus il va changer son attitude. Donc la question qu'on se pose, comment élaborer une réflexion? Alors, pour élaborer une réflexion, ce qu'on fait généralement, de manière générale, c'est qu'on essaye de mettre finalement, je ne sais pas moi, de créer des immersions dans des contextes spécifiques. Pour développer des réflexions, il faut développer des contextes. Plus vous allez développer des contextes, plus vous allez susciter chez les individus des réflexions. Je prends l'exemple du successeur qui va dans différentes filiales, il va être confronté à différents contextes, du coup il va créer chez lui de nouvelles réflexions. Oui. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un contexte? Un contexte, finalement, c'est un moyen d'action pour développer l'état d'esprit des collaborateurs, pour développer l'état d'esprit des successeurs. Alors, 3 théories ont étudié ce que c'est que finalement un état d'esprit. Vous avez la théorie behavioriste. Donc, cette théorie, on essaye de comprendre le comportement de l'individu en se focalisant sur ses actions pour comprendre ce que c'est que l'état d'esprit. Alors, la problématique de cette théorie, c'est que finalement, on ne tient pas compte des sentiments de l'individu. Autant on peut observer le comportement, mais si vous voulez être sûr que l'individu est engagé dans les actions qu'il met en place, il faut pouvoir atteindre ses sentiments, atteindre l'affectif. Deuxième théorie, la théorie de l'agence, donc où on essaye de comprendre la relation entre un agent et la relation entre finalement là le dirigeant propriétaire. Pareil, le problème de cette théorie, c'est qu'on ne prend pas compte des aspirations profondes de l'individu. Je prends un exemple très simple. Des successeurs m'ont dit finalement si la reprise d'entreprise était à faire, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en reprenant l'outil industriel, ils se sont rendus compte que la transmission ne faisait pas partie de leur vision. Le fait de travailler, je ne sais pas moi, 80 heures par semaine, le fait de pouvoir pas prendre de vacances. Donc finalement, ils se sont rendus compte, par contre, ils se sont rendus compte sur le terrain, mais encore une fois, c'est encore trop tard, puisque derrière, il y a toutes ces problématiques de répartition de capital, d'actes notariés, que finalement la transmission ne fait pas partie de leur aspiration. Donc il faut un travail en amont. Il faut essayer de comprendre si ce projet fait partie de leur vision. Et enfin, la théorie des compétences clés. Alors, la théorie des compétences clés, c'est une théorie finalement qui reste trop générale, je trouve. On travaille sur l'organisation, mais on n'est pas capable de comprendre si l'individu se développe dans ce type d'organisation. Est-ce que l'individu s'épanouit? La théorie des compétences clés n'est pas capable de nous le dire. Elle est capable de nous dire si l'entreprise est performante, si l'entreprise développe son capital savoir, mais n'est pas capable de nous dire si l'individu s'épanouit, si on arrive finalement au summum de la pyramide de Maslow. Quand je vous prenais cet exemple justement où vous avez le successeur qui se rend compte dans la reprise que la transmission ne fait pas partie de cette vision, ce qui se passe, c'est que le fait qu'il ait vu ses parents finalement très peu disponibles durant toute sa jeunesse, très peu disponibles pour partir en vacances, très peu disponibles pour lui consacrer du temps, ça s'explique par le fait que finalement le processus de socialisation du prédécesseur, des parents envers les enfants, n'a pas fonctionné, ou ne fonctionne pas assez. En tout cas, vu les chiffres de la transmission, ça ne fonctionne pas beaucoup. Du coup se pose ce fameux problème de socialisation. Alors pour socialiser une personne, finalement, ou pour socialiser un groupe, il faut développer ce qu'on appelle des logiques d'action. Il faut développer des situations d'action, des contextes, encore une fois. Et la question qu'on se pose, c'est comment créer une logique d'action. Alors, à travers cette problématisation, on a défini une question d'ordre plus général. Si on veut comprendre comment on crée une interaction, une réflexion, une logique d'action, il est indispensable de proposer ou d'essayer de créer finalement une règle pour définir l'apprentissage social. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'apprentissage social? L'apprentissage social, c'est la capacité de l'individu à s'exprimer librement. Plus un individu va pouvoir s'exprimer librement, plus un individu va pouvoir exprimer ses pensées de manière libre, sans pression, sans contrainte, plus il va pouvoir parler avec les gens, mieux réfléchir, développer de nouveaux contextes. Alors, pour matérialiser l'apprentissage social, on va passer à notre cadre théorique. Alors, le cadre théorique que j'ai utilisé, j'ai d'abord utilisé la théorie du système général. Alors, la théorie du système général, qui a été conçue par Lemoine. Alors, on laisse tomber les débats système ouvert, système fermé, parce que finalement, système fermé, on est dans des sciences humaines. Donc, système fermé, c'est un système hermétique, du coup, un système fermé n'est pas adaptable à nos travaux. On va laisser tomber le système ouvert, finalement, parce que le système ouvert, ça veut dire qu'il y a une partie du système qu'on ne maîtrise pas. Il y a une partie du système qu'on ne maîtrise. L'avantage du système général, c'est de prendre conscience des forces dans lesquelles l'individu évolue
et pouvoir et essayer de comprendre les conséquences de ces décisions sur ce système. Plus vous allez réfléchir sur les conséquences de vos décisions sur le système, plus vous allez être capable de maîtriser ce qu'on appelle les forces sous-jacentes. Donc on est vraiment sur des ressources profondes, à contrario de la RBV. Alors pour pouvoir matérialiser cette théorie, on va retenir la définition de Chandler en 62 sur la stratégie d'entreprise. La stratégie, c'est 4 éléments. La stratégie, c'est une ressource, c'est un moyen d'action, c'est un objectif et c'est un but. Et c'est un but. Alors pour pouvoir, encore une fois, matérialiser utiliser cette définition, on va utiliser le concept de pensée systémique développé par Peter Senge. Alors la pensée systémique, alors on en a parlé la dernière fois avec le CG Flat, qui est finalement, j'allais dire, le concept évolutif d'aujourd'hui, parce que finalement on se rend compte que au-delà des visions mécanistes ou des visions organicistes, la pensée systémique permet de comprendre de manière synthétique finalement chaque phénomène. Alors, Senge définit la pensée systémique à travers 4 éléments. La révision du schéma mental, l'apprentissage collaboratif, cette capacité à développer sa créativité par la pensée systémique, et le fait de pouvoir créer ce qu'on appelle une vision partagée. Alors, dans notre entreprise familiale, ça tombe pile poil, parce que finalement, il faut essayer de consolider, il faut essayer d'unifier la vision et la perception du groupe. Alors, de ce cadre théorique, avant de pouvoir vous présenter finalement de ce cadre théorique, on en déduit ce que c'est l'apprentissage émotionnel. Ça veut dire que plus un individu va s'exprimer librement, plus un individu va pouvoir s'exprimer sans contrainte dans le groupe, plus il va pouvoir créer des émotions, créer des sentiments, changer son état d'esprit. Alors, l'idée de ce modèle, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir proposer, comme j'ai dit en préambule, une règle pour matérialiser des émotions, pour matérialiser des sentiments. Alors, cette règle, donc, bien entendu, émane de la théorie générale des systèmes. Donc, on va travailler ici sur les valeurs, qu'on a parlé tout à l'heure, donc les problématiques de vision. On va travailler en passant par des buts, en passant par la socialisation. On va travailler ici sur les réflexions, en travaillant sur un état d'esprit, en travaillant finalement, on peut carrément parler de travailler sur l'âme de l'individu, sur les compétences. Enfin, c'est un petit peu du domaine, j'allais dire, religieux. Finalement, plus vous apprenez, plus vous vous rapprochez de Dieu, tout simplement. Là, on va travailler sur l'individu en tant que tel, sur ses croyances, sur ses connaissances par du développement de soi. Et là, on va travailler sur cette réciprocité qui est essentielle à travers le réseau, à travers des logiques d'action. Plus vous allez travailler sur ces 4 axes, plus vous allez ici développer du savoir-faire à travers des comportements et des savoirs. Et là, vous allez développer le savoir-être de l'individu. L'idée de ce schéma, c'est de dire, plus vous allez équilibrer vos comportements et vos pensées, plus vous allez développer votre réflexivité, plus vous allez développer votre état d'esprit. Je vous prends un exemple très simple, hein. On parle d'écologie, il y en a qui y croient, mais ça ne les empêche pas de jeter des papiers par terre. Très simple. Donc finalement, c'est qu'il y a un écart, et c'est ces problématiques d'écart qui créent ce que disait Peter Senge, des tensions qui peuvent être créatives, ou des tensions qui peuvent être déconstructives, tout simplement. Alors, pour pouvoir tester cette règle, tester ce modèle, j'ai utilisé la méthodologie suivante. Alors bon, le courant constructiviste, bon, c'est classique, hein, je suis sur une construction, je suis sur une conception, un raisonnement abductif, déductif, inductif, donc abductif, enfin bon, j'ai défini cette règle suite à des allers-retours terrain-théorie, pour définir finalement le masque, une approche déductive pour déduire des concepts, et inductive, donc tester cette règle. La méthode qualitative, je suis sur des ressources de fond, je suis sur une règle qui permet de comprendre des émotions, de comprendre un état d'esprit. Donc la méthode qualitative, elle est finalement essentielle pour comprendre le cheminement. Et enfin, j'ai retenu la méthode de l'étude de cas multiples. Alors là, c'est intéressant parce que finalement, ça permet de tester son modèle à plusieurs reprises et de le finaliser au fur et à mesure des enquêtes. Alors je vous épargne l'échantillon, le guide d'entretien semi-directif, etc. Je vous épargne ça, mais j'ai réalisé un guide d'entretien semi-directif et je vous épargne aussi le choix de l'échantillon parce que c'est assez basique, hein. Je me suis référé à des hypogroupes familiaux avec la définition que je vous ai donnée en préambule. Alors, on va passer à l'étude de cas. Alors, je veux vous rappeler les 4 variables qui nous intéressent par rapport à notre modèle. Donc, on a les valeurs, les croyances, le réseau et la réflexivité. Ce sont les 4 variables de notre modèle. Quand on va pouvoir définir ces 4 variables-ci, on va être capable de comprendre comment le dirigeant agit sur les savoir-faire et comment le dirigeant agit sur les savoir-être de l'individu. Alors, on va commencer par
par l'hypogroupe familial que j'ai appelé VD, parce que c'est une structure qui est... C'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la vente directe, grosso modo, donc, qui a été créée il y a à peu près une quinzaine d'années, qui est deuxième sur son marché. Donc le dirigeant a une appétence pour la croissance, hein, son ambition c'est de devenir leader sur le marché. On voit bien que la répartition du capital, elle est bien attribuée, du moins elle est attribuée, le capital est détenu par la famille. Au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que le dirigeant a développé 3 filiales. Alors, de la vente directe, il a développé une agence de marketing. Très simple, hein, il disait que finalement, il voulait changer son image de marque, et il s'est aperçu que les agences sur le terrain n'étaient pas réactives, avaient un taux de service très faible. Du coup, il s'est dit, bon, moi je vais créer une agence marketing, parce que j'ai une force marketing ici, et je vais pouvoir la développer ici, là. Il a développé une société de construction du bâtiment, pareil, il devait refaire son site. Il avait embauché 1 ou 2 ouvriers, et puis finalement il s'est dit bon je vais créer une société de construction parce que j'en ai besoin pour développer mes 2 entités. Et enfin il a racheté cette fois-ci plutôt une bijouterie en fait, une bijouterie pour renforcer la vente directe. Alors la vente directe c'est assez classique, hein. Vous avez donc c'est une société qui recrute des VDI, ce qu'on appelle des vendeurs directs indépendants, et ces VDI vont aller, c'est un peu des réunions de superwar, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc vous allez vous avez une hôtesse qui regroupe des amis, des connaissances, etc. Et puis vous avez un VDI qui est là pour présenter ses produits. Donc c'est souvent des bijoux, des produits détergents, tout ce qui est aménagement maison, on va dire bien-être maison. Alors de cette présentation d'Hypogroupe, alors j'en ai déduit ce que c'est que la structure de valeur. Alors la structure de valeur, elle est assez flagrante dans cette Hypogroupe-ci, puisque finalement l'objectif du dirigeant, c'est bien entendu d'adapter les valeurs familiales, d'adapter les idéaux familiales aux transformations finalement du marché. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place finalement un système de formation beaucoup plus renforcé que son concurrent, par exemple. C'est quelqu'un qui propose des formations à l'entrée de ses salariés pendant toute la durée de vie de ces fameux salariés. Et cette action a l'avantage finalement de pouvoir fidéliser son personnel. Donc il a un système de formation, c'est ce qui lui permet de fidéliser son personnel, et c'est ce qui crée justement cet avantage concurrentiel par rapport au leader dont je vous parlais. Donc grâce à ces actions de formation, il développe ce qu'on appelle un esprit collectif. Donc l'esprit collectif, justement pour que chaque acteur puisse se conforter au système de l'entreprise. Et le fait finalement d'uniformiser, on parlait de vision tout à l'heure, le fait d'uniformiser les visions, ça permet justement d'optimiser les coûts organisationnels, ce qu'on appelle les coûts de mesure, pour pouvoir développer la compétitivité et derrière assurer l'investissement. Donc l'investissement, c'est une valeur finalement qui permet aux dirigeants justement de pouvoir adapter son offre sur le marché. Ensuite, le système de croyance. Alors le système de croyance, alors on l'a véritablement étudié en essayant de comprendre un petit peu comment la transmission fonctionne dans l'entreprise. Alors typiquement, ce dirigeant me disait, pour pouvoir agir sur les croyances, ce qu'il a fait, c'est que au lieu d'attribuer un bureau à chaque successeur, finalement il les a tous regroupés dans un même endroit. Et il a pu partager un ensemble de problématiques avec eux. Donc finalement, on se rend compte que cette proximité avec les individus permet finalement de plus facilement diluer des valeurs, plus facilement diluer des normes. Alors, il me racontait justement un cas où il y avait une certaine problématique. Du coup, ce que fait le dirigeant propriétaire, lorsqu'il voit qu'il y a une situation conflictuelle, donc il laisse son successeur agir, et derrière, finalement, donc il laisse son successeur agir pour essayer de voir si cette action était bénéfique ou pas, et derrière il peut soit le réprimander, soit ne pas le réprimander, ou soit lui faire des remarques pour qu'il puisse améliorer ses croyances. Alors ça, c'est directement en lien avec son éducation, parce que finalement, on parlait tout à l'heure de socialisation. Vous pouvez former quelqu'un, encore faut-il qu'il écoute, ou encore faut-il qu'il le fasse, parce que s'il le fait une fois et qu'au bout de la 2e, 3e fois il ne le fait pas, ça veut dire que finalement vous n'avez pas réussi à atteindre ses croyances, à atteindre ses aspirations. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la réflexion à susciter chez lui pour pouvoir éviter justement cette instabilité.
Alors maintenant le réseau. Alors le réseau, j'étudie justement cette problématique du réseau en essayant de comprendre l'avantage de développer plusieurs activités. Évidemment, plus vous allez développer des activités, plus vous allez développer des interactions d'entreprise, plus vous allez développer des échanges. Donc là, ça permet justement d'uniformiser la pensée familiale. Donc les activités sont un moyen finalement de socialisation pour l'entreprise familiale. Alors ça permet d'atteindre des performances collectives, donc aussi bien, j'allais dire, du groupe ou des individus familiaux que des individus non familiaux, parce que finalement, autant on parle de socialisation, d'éducation, on parle de successeurs, mais il y a aussi l'ensemble du personnel à récupérer. Alors si le successeur n'est pas légitime vis-à-vis du personnel, la transmission peut capoter. Du coup, pour éviter ce genre de problématique, le dirigeant, ce qu'il va faire, du moins c'est ce que me disait ce dirigeant-ci, il va, d'une certaine manière, à chaque situation ou à chaque rencontre ou à chaque réunion de son personnel, dire officiellement que voilà, mes enfants vont reprendre l'entreprise, il faut les aider, il faut partager les informations, et eux aussi vont faire aussi cet effort de venir vers vous pour qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, développer cet apprentissage social, libérer le dialogue, libérer les pensées, libérer les interactions et libérer le développement personnel. Enfin, la dernière variable, c'est la réflexivité. Alors c'est un concept que j'ai trouvé finalement dans les sciences de l'éducation. On en parle beaucoup de la réflexivité, on parle beaucoup de ça pour essayer de développer de nouvelles techniques d'apprentissage finalement. Aujourd'hui, on essaye de créer de l'interactivité, on n'est plus dans une relation finalement unique, hein, où vous avez le professeur qui essaye de pousser des connaissances, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, qui essaie de pousser des connaissances, et d'ailleurs vous n'avez pas le retour sur cela. Donc aujourd'hui on est plutôt sur des interactions, on est plutôt sur de la réflexivité. Alors comment le dirigeant fait? Donc, au lieu de conserver une structure unique, il va développer des filiales, il va développer de l'organisation. Plus il développe l'organisation, plus il va pouvoir mettre des successeurs sur chacune des filiales, plus il va pouvoir développer chez eux de la réflexivité, parce qu'ils vont être confrontés à des contextes sur lesquels ils n'ont pas l'habitude d'être. Du coup, être finalement en position dans la position de direction, tout simplement, ça leur permet de faciliter leur apprentissage. Donc ça, derrière ce foisonnement d'organisation, ça permet encore une fois, de développer des synergies et de réduire les coûts organisationnels. Et aussi, très important, ça permet aussi à l'entreprise de développer son image de marque. Alors, cette hypogroupe familiale, vous avez le dirigeant qui était très sensible justement à son image, très sensible aux politiques, très sensible, j'allais dire, au fait de ne pas vouloir licencier son personnel, de le fidéliser, de montrer qu'il a réussi, parce que lui aussi, il a eu aussi un parcours très difficile quand il était plus jeune. Du coup, ça permet de créer finalement une culture assez particulière. Sa fille me disait que quand on rentre dans l'entreprise, on se sent emporté. Il y a une atmosphère, il y a une émotion qui se crée, il y a des sentiments qui se créent, et ça donne envie de se surpasser. Et du coup, c'est cette image de marque, en tout cas c'est cette volonté de préserver cette image de marque qui explique cette culture, tout simplement. Alors après avoir étudié ces 4 variables, on en déduit le système général de l'apprentissage émotionnel. Donc on retrouve nos 4 variables ici, qu'on a déduites, notre structure ici émotionnelle, pour comprendre le contexte que le dirigeant souhaite créer pour agir sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Ici, on parlait d'équilibrer le pouvoir pour réguler le changement. Son objectif, justement, c'est d'assurer l'équité aussi bien du patrimoine, mais aussi bien du pouvoir. Autant, s'il confie à un de ses enfants une filiale, il doit faire la même chose pour le second. C'est essentiel, c'est incontournable. Il essaye de réguler le pouvoir pour justement créer des émotions, créer des sentiments et assurer cette concordance avec l'ensemble de l'entreprise. Alors, sur ce modèle, ce qu'il faut retenir, c'est 3 éléments. Le premier, c'est de pouvoir, comme j'ai dit en préambule, matérialiser une culture, de pouvoir comprendre comment on crée une émotion, comment on crée un état d'esprit. Donc ça va être intéressant pour le dirigeant. Deuxième élément, de pouvoir agir sur l'individu, de pouvoir agir sur ses aspirations, de pouvoir agir sur ses croyances, et de pouvoir contrôler si la culture colle avec les croyances de l'individu. Et le troisième élément, c'est un outil de communication. Autant, alors moi, ça m'a sauté aux yeux finalement, en faisant des entretiens avec le dirigeant et les successeurs, on se rend compte qu'ils ne se parlent pas. Ils sont tous les jours ensemble, mais ils ne se parlent pas. Du coup, ce modèle, c'est un moyen de faire communiquer le prédécesseur
et le successeur pour toujours développer l'état d'esprit, développer les pensées, développer la réflexivité. Donc ce sont les trois avantages finalement de cette règle. Alors j'ai réalisé j'ai testé cette règle sur 5 cas, donc ça en est un. Je ne peux pas vous présenter les 4 autres cas, mais de ces 5 cas, de cet apprentissage émotionnel, donc de cette façon de construire des émotions, on en déduit finalement ce que c'est qu'une capacité émotionnelle. Ce que c'est qu'une émotion, concrètement. Vous avez un moyen de la créer et vous avez l'émotion en tant que telle. Une émotion, une capacité émotionnelle, c'est cette capacité finalement à lier l'ensemble des apprentissages. On va travailler sur les pensées, sur les valeurs, sur le réseau, sur les croyances, pour créer ce qu'on appelle une capacité relationnelle. Ça, c'est une capacité émotionnelle. À la question, en préambule, on s'est dit comment passer de l'apprentissage individuel à l'apprentissage culturel, on va passer par une capacité relationnelle. Cette capacité relationnelle va permettre de lier le réseau à la réflexion, va permettre de libérer les pensées, va permettre de libérer la parole. Donc cette capacité émotionnelle, elle est intéressante parce que finalement, elle vient finaliser cet apprentissage émotionnel et elle vient concrétiser comment le dirigeant peut agir sur sa culture et peut agir sur les émotions. Alors voilà la présentation du cas et finalement de ce restitut inductif, puisque ça c'est un modèle qui émane du terrain. Alors maintenant je vais passer aux apports de cette thèse. Alors 3 apports. Premier apport en termes méthodologiques. L'idée c'est de proposer une règle pour créer une capacité dynamique. Autant que vous avez beaucoup de travaux sur les capacités dynamiques, la problématique de ces travaux, c'est qu'on les a étudiés soit à un niveau individuel, soit à un niveau micro, soit à un niveau macro, soit à un niveau micro, pardon, soit à un niveau méso, soit à un niveau macro. On n'est pas capable de passer d'un palier à l'autre. Donc l'idée de travailler sur cette règle-ci, sur ces capacités dynamiques à travers les émotions, on est capable de transformer les éléments et de comprendre comment on passe finalement d'un niveau à l'autre. Aujourd'hui, dans la littérature, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est sur des niveaux, mais on n'est pas capable de comprendre comment on passe d'un niveau à l'autre. Ensuite, en termes de système, ça c'est l'apport au niveau théorique. Moi, je parlerai aujourd'hui de système transformatif. Alors, on a parlé de système dynamique, de système complexe, de système... Aujourd'hui, on parle de système souple. Moi, aujourd'hui, je parlerai de système transformatif. Pourquoi ? Parce que grâce à ces systèmes, on est capable de prendre conscience des éléments qui échappent à notre pensée. Quelque chose de concret pour les économistes, je pense qu'ils vont être contents. Grâce à ce système, vous allez être capable de prendre conscience si le phénomène que vous étudiez, il existe ou pas du travail au noir. Le travail au noir, c'est une variable qui échappe souvent aux économistes. Ce système, ça permet de prendre conscience de ce type de variable, qui n'est pas anodin. Et même de manière beaucoup plus méta, on a tendance à compartimenter la socio, l'anthropo, l'éco, la psycho, etc. Grâce à ce modèle, on va pouvoir finalement trouver une cohérence. On vit dans un seul et unique monde. Donc dire que la socio n'a pas d'influence sur l'éco, ou l'éco n'a pas d'influence sur l'anthropo, il n'y a pas de sens. On vit dans un seul et unique monde. Donc du coup, des systèmes transformatifs, je pense que c'est peut-être une réponse. Bon, je ne dis pas qu'elle est définitive, mais en tout cas, c'est un élément de réponse, c'est une proposition pour comprendre comment on peut fonctionner avec tout l'ensemble de ces compartiments. Troisième apport au niveau d'empirique, alors créer des connaissances sur l'hypogroupe, c'est ce que je vous ai dit en préambule. Et deuxièmement, c'est à travers la transmission, on va pouvoir aider les dirigeants d'entreprise à comprendre leur culture. Autant, on l'a tous eu ce truc, hein, autant on dit mais pourquoi on fait ça, on l'a toujours fait, c'est comme ça. Alors, l'avantage de ce modèle, on est capable de matérialiser les choses, on est capable de les expliquer. Comme dans les entreprises familiales, on m'a dit à plusieurs reprises, c'est comme ça, on l'a toujours fait, etc. Donc on se rend compte que pour récupérer l'entreprise ou pour reprendre l'entreprise, le dirigeant, le prédécesseur, doit être capable de transférer cette règle, de transférer ces explications pour que le successeur puisse se rendre compte de la culture et lui-même peut-être en créer une autre ou en adapter une autre, puisque les visions sont différentes. Alors je finirai par le dernier bloc sur la limite, sur les limites. Alors 3 limites au niveau des biais. Alors il y a une forte interaction entre le chercheur et l'objet de recherche, donc des biais cognitifs, je vais dire. Deuxième limite, au niveau de la simplicité, finalement, face à une multitude de variables, on retient certaines variables pour essayer de comprendre la réalité. Or, la réalité peut être beaucoup plus complexe que ça. Donc ça, c'est une limite à vouloir tout simplifier. Et la troisième limite, c'est au niveau de l'application. On reste tout de même sur des généralités. On reste tout de même sur une règle conceptuelle. Pour ne pas rester sur les limites, bien entendu, je ne vais pas finir la présentation sur les limites,
Aujourd'hui, c'est vrai que alors, de pouvoir travailler sur cette création de culture, cette création de sentiments, etc., donc c'est un moyen assez intéressant pour pouvoir transmettre l'entreprise ou améliorer, j'allais dire, le taux de transmission. De l'autre côté, on pourra peut-être demain ouvrir nos travaux, non pas sur la façon de créer des émotions, mais sur la façon dont le successeur peut-être pourra adapter sa culture, pourra adapter ses émotions en fonction du développement du marché. Donc voilà, ce sera peut-être un sujet plus tard, dans une seconde. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Merci. Bon, on a déjà écouté ce sujet, donc très agréable de constater qu'il a mûri depuis qu'on a écouté la première fois. On mesure tout le chemin de maturation qui a été fait, et il est conséquent. Il est conséquent parce que le souvenir que j'en garde, c'est plutôt une approche statique, et voilà, plutôt assez pragmatique. Et là, il y a cet apport théorique qui est quand même conséquent, qui nous interpelle tous. Alors, c'est vrai que, tel que tu l'as présenté, eh bien, on est tous en position de néophyte, c'est-à-dire on apprend. Hein, on est là en train d'apprendre parce qu'on ne peut pas réagir à partir d'une position d'expert. Ce n'est pas dans les sujets conventionnels, ni dans le management, ni encore moins dans l'économie. Donc je trouve que c'est très intéressant. On apprend énormément de choses. Et on apprend aussi que certains des concepts qu'on a vus sont peut-être à revoir. Bon, je parle notamment le source-based view et autres, hein, dont on avait une vision un peu statique. Et évidemment, ça nous entraîne sur un univers sur lequel les économistes investissent peu depuis Bavinck, depuis l'école autrichienne sur les perspectives, les attentes et les aspirations. On n'a pas vu de travaux très élaborés, alors que là, on est dans les aspirations, les valeurs, les croyances. Donc, on est vraiment dans un modèle élaboré. Par contre, une base commune, dénominateur commun, c'est l'apprentissage. Ça, c'est cette base qui nous unit. Et donc, en écoutant, moi, je me retrouve en disant, ah oui, ça me rappelle un certain nombre d'aspects sur l'apprentissage. Ça semble... Évidemment, nous sommes sur des problématiques de savoir-faire, qu'il n'y a pas à déconnecter du savoir-être lui-même, hein, et que les deux, bien sûr, vont de pair. Donc là, nous avons des terrains communs et puis des terrains qui sont spécifiques au travail. Et donc, je pense que, à mon sens, je reviendrai après, mais c'est quand même assez abouti comme travail, là, hein, quasiment dans les étapes finales. De rédaction. De rédaction, oui, on le voit, puisque nous sommes quasiment aux limites, même si on a eu juste un petit aperçu du terrain, puisqu'il s'agit simplement d'une illustration par un cas, alors que tu as investi 5 cas. Bon. Donc ça, c'est aussi important à le savoir, c'est que les choses sont assez mûres. Donc pour nous, c'est peut-être plus s'interroger sur certaines interrogations, point de vue, sont intéressantes. La dernière fois que j'ai entendu parler de succession, et évidemment, c'était dans un groupe qui parlait de gouvernance d'entreprise. Et dans le groupe de réflexion sur les gouvernances d'entreprise, effectivement, on a évoqué ce problème, à la fois de la succession, à la fois de la régularité, à la fois des logiques de transmission et de gouvernance, et entre à la fois les propriétaires, mais aussi actionnaires. Quelles sont les étapes Alors là, on constate que le public actionnaire est quasiment out, puisque nous sommes dans une hypogroupe familiale qui est entre familles, et voilà, et donc on n'a plus cette interrogation sur comment satisfaire les porteurs d'actions et comment les prendre en considération comme
comme élément pertinent dans la transmission. Une question qu'on la retrouve, la question de la transmission, on la trouve aussi dans les travaux sur la gouvernance d'entreprise. Je ne sais pas si tu as investi cet aspect, mais tous les travaux qui ont parlé de gouvernance d'entreprise ont intégré, à ceux que je connais, pas beaucoup, c'est vrai, la question aussi de la transmission et la question des attitudes et postures possibles des différentes parties prenantes. Alors, ils l'ont intégré sur une approche plutôt mécaniste. En fait. Oui, oui, tac, 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 c'est ça, bien sûr. Non, c'est mécaniste, bien sûr. Non, on n'est absolument pas tout à fait. Alors, deux ou trois aspects sur lesquels qui ouvrent peut-être à la discussion. Un, c'est sur, effectivement, sur le contexte. Ça a été évoqué. Nous sommes dans un contexte que d'aucuns caractérisent de turbulent, d'autres de chaotique, où évidemment les valeurs, les croyances et les idées sont complètement bousculées et remises en cause d'une période à l'autre. Et donc, le contexte a une importance fondamentale. Alors, s'agit-il effectivement d'aménager les valeurs, des croyances pour intégrer ce contexte, et alors lequel, puisqu'il est variable? Et faut-il aussi forcément intégrer des valeurs, des croyances auxquelles qu'on a forgées dans un contexte plutôt stable? Je suis un porteur d'un projet d'entreprise, à la tête d'une entreprise, j'ai fait construire mes valeurs allez, je dis n'importe quoi, dans la période d'opulence, période de la haute croissance, et une période où, évidemment, les 30 glorieuses, pour revenir à ce qu'on dit d'habitude, ces valeurs qui ont été forgées le long de l'année sont remises en cause par des crises structurelles importantes. Marché financier, crise de valeur, technologie perturbante, TIC. Alors, la question c'est comment adopter une nouvelle posture de transmission alors que le contexte dévalorise constamment et en partie tout ce sur quoi nous avons bâti l'existant, parfois. Okay. Donc moi, ça pose question, est-ce qu'il faut nécessairement transmettre ces valeurs ou faut-il au contraire ouvrir des perspectives que de nouvelles valeurs, de nouvelles postures, de nouvelles croyances, de nouvelles éthiques soient intégrées? Donc ça, c'est quand même un gros problème. Deuxième élément qui m'interpelle, nous sommes aussi, et ce n'est pas pour sacrifier une tradition du groupe, nous sommes aussi dans un contexte où l'innovation est le maître mot. Il y a deux choses. Il y a la capacité transformative, alors ça, j'en conviens, et nous sommes à l'ère du concept de transformatif. D'ailleurs, le dernier travail que nous avons fait avec Lundvall, c'était les capacités transformatives du secteur minier. Donc on a piqué, donc on est dans l'ère du transformatif. C'est bien de le retrouver ici. Nous sommes dans l'évolutionniste. Voilà, l'évolutionniste, par excellence. Par contre, évidemment, l'évolution, l'innovation est autre chose. Ça bouscule les habitudes, les croyances, les principes. Et rappelez-vous, lorsque vous avez fait un petit aperçu dans la journée d'études cette année, j'avais dit qu'une des visions évolutionnistes de l'innovation, c'est certainement de faire exploser ce cadre statique où le management fait, dirige, contrôle, maîtrise, oriente. Alors que nous sommes dans un contexte où cette forme de gestion, de gouvernance appuyée, on va dire un cadrage assez important, peut nuire à des capacités de créativité et amener les agents à ne créer que par rapport à un contexte qui leur a été tracé, mais pas le fond d'eux-mêmes. Pas faire ressortir leur véritable croyance, leur véritable. Donc, voilà, ça, ce sont aussi des choses qui m'interpellent. Hein, donc, mais en même temps, qui sont inspirées. Et troisième élément, ces hypogroupes familiaux réduisent, à mon sens, l'incertitude par l'éducation
la formation. C'est-à-dire que dans une famille, dans un contexte, le facteur éducatif a permis de forger à la fois des postures, mais aussi des croyances. Enfin, le giron familial, puis l'éducation. On a éduqué son fils depuis qu'il était tout petit pour qu'il soit un peu à notre image. À peu près ça. Hein. Il y a les mêmes valeurs, on l'a amené au même club, on l'amène au même... etc. Donc, tout ce travail de longue haleine, de forger des personnes pour qu'ils puissent être la réplique de nous-mêmes, comment concilier ça avec toute cette stratégie qui part du principe que les individus n'ont peut-être pas intégré, n'ont pas les mêmes croyances, n'ont pas les mêmes valeurs. D'où est-ce qu'ils tiennent leurs valeurs, si ce n'est pas à partir du giron familial, à partir de l'éducation, de la formation. Je sais que, effectivement, l'individu maintenant a tendance à être libre de soi, ne serait-ce que parce qu'il est aussi, tu l'as bien dit, hein, parce qu'il est en interaction continue avec d'autres environnements, qui ne sont pas forcément, qui sont pas dans la philosophie ni dans le contexte de l'hypogroupe, mais qui peuvent être autre chose qui vient de l'extérieur. Nous le voyons même dans le giron familial, les enfants bousculent complètement les habitudes et les attentes des parents, dès l'âge de l'adolescence, pour pouvoir se forger leur propre personnalité. Voilà quelques pistes de réflexion, juste pour un titre d'introduction de la discussion, et je ne suis pas obligé de répondre tout de suite, mais note-les quand même. Voilà, pour qu'on ait un débat autour de ça. Alors voilà, le débat maintenant est ouvert, comme d'habitude, et Roger est là. Alors, moi, d'abord, je te remercie parce que moi, j'étais pas à la première intervention. Je pense que je ne me souviens pas. Mais de ce que j'ai entendu M. Deflat dire, et je confirme, c'est-à-dire que même si je n'ai pas été à la première, là, je trouve que tu as fait un travail. Sur la forme, d'abord, j'interviens. Je trouve que ton travail est formidablement bien ficelé. Sur la forme. Vraiment, je trouve que. On a eu des interventions déjà ici, mais la tienne, je la trouve très structurée, tu vois, elle est bien montée, on sait d'où tu pars, où tu vas en venir, et ça, c'est important. Et le petit côté juriste qui me reste, c'est très important chez nous, la forme. On doit voir les différents éléments du parcours. Et ça, chez toi, dans ton travail, franchement, sur la forme, c'est très bien fait. Même les graphiques que tu as fait, ils sont beaux et tout, c'est génial. Et une autre chose qu'on ne dit pas beaucoup dans notre groupe ici, et que je vais te dire moi maintenant, à t'observer, tu es presque en soutenance déjà. Il y a une aisance chez toi qui est physique, qui est bien. C'est important. Ça peut aller comme ça, mais moi je le dis parce que j'ai des gens en face tout le temps. Voilà. Et non mais, tu vois, on voit une espèce de maîtrise du discours que tu tiens. Et ça, le jour J, je souhaite que ce soit pareil. Je pense que ça sera pareil. Bon, voilà, ça c'est la forme. Sur le fond, j'ai quand même j'ai noté quelques petites... enfin, j'ai des préoccupations. D'abord, sur la formulation de sujet, il y a le terme émotionnel qui me pose un petit souci. C'est-à-dire que, dans mon esprit, émotionnel, ça renvoie à ce qui n'est pas forcément cartésien. Voilà. 1 plus 1 égale 2, c'est cartésien. Ce qui est émotionnel, 1 plus 1 ne fait pas 2. C'est comme ça que je conçois la chose. Et pourtant, dans ton travail, et M. Deflat a plus ou moins vidé ma question d'ailleurs, parce que entre les croyances, les approches, émotionnelles, ainsi de suite. Non, pas les apprentissages, tout ce qui est il y a 4 éléments, croyances, émotions, et je sais plus. Voilà. Alors, croyance, l'ego. Voilà, tout cela me semble relever plus de l'ordre de l'émotionnel et pas forcément donc de ce qui est rationnel. Et là, en l'espèce, ton sujet, il donne beaucoup dans l'émotionnel, justement, et je me pose la question de savoir comment tu arrives à concilier cette espèce de valeurs qui sont changeantes, finalement, avec ce qui doit être stable, pour un raisonnement logique, correct, bien cohérent.
Je m'interroge un peu là-dessus. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus à quel niveau tu as fait cette déclaration, c'est pas une déclaration, mais tu as dit à un moment donné, je pense que c'est quand le chef d'entreprise, dans le père de famille, veut transmettre, il faut pour cela qu'il prépare, je crois, le successeur. Et tu as même fait un graphique là-dessus, sauf que le successeur, tu n'as pas envisagé l'hypothèse où le successeur n'est pas forcément d'accord avec ce que propose le chef d'entreprise. C'est quoi les conséquences? Il sort de la boîte, alors même que c'est peut-être lui qui a le sens de l'innovation dans l'entreprise. Et j'emploie le mot innovation à dessein parce que tu n'en as pas beaucoup parlé non plus. Et donc, moi, je pense que pour une entreprise, même si elle est familiale, la dynamique de l'innovation est quelque chose d'essentiel. Je dis, même s'ils doivent rester sur des valeurs, des acquis familiaux, qui veut vivre, qui veut demeurer, il doit quand même un minimum se compromettre. Et donc, accepter l'idée de l'innovation et donc perdre peut-être quelque chose de l'ordre familial, mais dans le but de l'innovation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'idée, c'est de dire que il faut que l'entreprise pense innovation si elle veut continuer à demeurer et pas rester seulement dans le schéma familial. Voilà. C'est juste. Alors, on prend un peu ce que j'avais dit. Voilà. Oui. Et juste à ce propos, à Gogé, je trouve que c'est une dame qui parle beaucoup aussi des réflexions cognitives, elle estime que justement dans les entreprises, ce qui fait parfois l'échec au sein des entreprises en termes d'innovation, c'est que la partie cognitive dans la pensée au sein de l'entreprise n'a pas été prise en considération. C'est une femme elle a fait un doctorat, c'est une fille qui sort de l'école des mines et qui a fait un doctorat sur les questions de l'innovation cognitive. Je te donnerai les références. Il faudrait que tu la lises, c'est très bien ça. Donc je vois qu'en fait c'est un travail abouti. Donc on voit en fait le saut qualitatif. On voit que la pensée en fait a mûri. Donc ceci dit, j'ai pas lu un papier de ta thèse, mais en fait je peux te faire des remarques à partir de la présentation. Donc si tu peux revenir sur le schéma. Donc là où tu montres les 4 variables. Donc valeur, croyance, réseau et réflexivité. En fait, moi j'ai du mal à voir la relation entre les 4. Du moins en fait, pendant la présentation, j'ai pas en fait compris la nature de la relation. Tu parles d'une dynamique, mais quelle relation? Est-ce que c'est une relation spirale, circulaire, itérative, linéaire? On voit pas en fait comment on passe d'une variable à une autre. Et comment ça s'enchaîne les variables, comment elles s'enchaînent entre elles, et comment en fait on passe d'une variable à une autre. Même en fait avec l'illustration de l'étude de cas, en fait on n'a pas vu comment ça se passe réellement, comment cette capacité émotionnelle se construit. À partir de l'étude de cas, si tu peux revenir sur ça. Et ça c'est ma première question. Ma deuxième question, en fait, ça aurait été préférable en fait de présenter les 5 ou 6 cas que tu en fait de ton terrain et de faire un petit tableau et de voir les quatre variables et de montrer est-ce qu'il y a des convergences et des divergences entre les variables, parce que c'est la même tendance ou pas. Et je reviens toujours sur cette nature relationnelle entre les 4 variables. Et en fait, de voir le point commun, est-ce qu'il y a un point commun entre... Une analyse comparative. Voilà. Ça aurait été préférable en fait, de faire cette comparaison entre les 5 études de cas et d'en ressortir avec un résultat. Quoi. Tu fais une analyse comparative quand tu veux dégager les concepts. Moi j'ai déjà les concepts. Et comment tu as fait en fait? Une analyse thématique On a fait une étude exploratoire. Tu fais une étude exploratoire. Non, mais je sais, mais comment tu as analysé les entretiens? Est-ce que c'était par thématique, par... C'est une analyse qualitative et c'est par segment de texte que je les analyse. Voilà, parce qu'il n'y a pas phrase, par non, par segment de texte, par codage. Voilà. Tu convertis en propriété pour catégorie en concept. Pour relever finalement la catégorie conceptuelle, c'est classique. Mais on passe par des Oui, c'est vrai, répondre à... Vas-y, Abba.
merci pour vos interrogations. Je commencerai par vos questions, M. Djeflat, sur les aspects du contexte finalement qui évoluent et qui peuvent justement peut-être être préjudiciables à cette règle ou à cette analyse, puisque finalement c'est quelque chose qu'on subit. Alors c'est ce que je disais moi dans le cadre théorique, c'est l'avantage de partir du système général, c'est justement de ne pas subir le contexte, d'être capable de prendre en considération ou de prendre conscience de ces forces finalement, ou de ces variables qui peuvent être contradictoires. Et l'idée, c'est de non pas subir ce contexte, mais c'est de comprendre ce que je disais, les impacts d'une décision sur ce contexte pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir avoir la main mise. Donc en disant qu'effectivement il y a une partie du système qui évolue et qu'on subit, on se dirige vers un système ouvert. Or c'est pas le cadre dans lequel je m'inscris. Je m'inscris sur un système plutôt général. Vous parliez de justement, alors je liais les deux questions là sur cette création, sur l'innovation par exemple. Donc j'apparaîtrais ce travail, c'est de l'innovation cognitive finalement, parce que on change d'angle de vie, on change sa perception. Alors le but de mon travail, c'est justement de transmettre une règle, de transmettre une règle du prédécesseur au successeur, et grâce à cette règle, il va pouvoir développer des compétences, il va pouvoir innover, il va pouvoir s'adapter. Donc à un moment donné, il faut bien que le prédécesseur transmette quelque chose au successeur. Il ne transmet pas des compétences, parce que les compétences, elles sont bonnes à un moment donné, elles sont plus statiques, ce qui est bon aujourd'hui n'est plus bon demain. Donc l'idée de transférer une règle, c'est une règle évolutive, c'est une règle transformative, c'est une règle qui va permettre de créer de l'innovation et d'adapter finalement les stratégies du successeur. Autant il pourra carrément peut-être transformer ou changer la culture d'entreprise, c'est carrément possible justement. L'avantage de ce système, c'est un système souple, c'est un système qui gère les complexités et c'est un système qui permet justement de se définir de nouvelles orientations. Donc ça reste finalement une règle très flexible de par sa souplesse. On va dire, entre le successeur et le chef d'entreprise, le père, qui transmet son entreprise, est-ce que tu penses que c'est inné, l'innovation sera innée, parce que dans la règle, il y a l'innovation. C'est ça qui... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une innovation des deux côtés. Il y a une innovation. Déjà, cette règle est une innovation, parce que finalement, il n'y a pas d'outil de communication. Donc, en tant que telle, cette règle est une innovation. Donc, c'est une innovation, on va dire, une innovation de transmission, parce que ce genre de communication, d'espace de communication n'existe pas. Et dans une deuxième étape, lorsque finalement le successeur appréhende cette règle, il va pouvoir adapter finalement l'ensemble de cette règle, il va pouvoir la transformer. Hein. C'est pas inscrit sur du marbre. Hein. L'idée, c'est qu'il va pouvoir transformer finalement ses compétences, parce qu'au fur et à mesure, en utilisant cette règle, il va pouvoir créer de l'innovation, développer les technologies, etc. Du coup, tu as de l'innovation de départ, mais tu as aussi de l'innovation sur cette deuxième phase lorsqu'il récupère. Vous parliez justement de M. Djeflat de cette innovation peut-être en contrainte d'une gouvernance qui peuvent freiner les innovations finalement et qui peuvent limiter les espaces de créativité. Ça c'est une excellente question et justement à travers ce modèle on retrouve un petit peu cette créativité puisque l'idée c'est de pouvoir, je parlais de réciprocité tout à l'heure, créer de la réciprocité entre le successeur et le prédécesseur, créer une réciprocité entre la direction et l'opérationnel. L'idée de ce modèle, c'est justement cela, c'est de proposer, de créer des espaces de travail, des espaces de dialogue pour que chaque individu puisse s'exprimer librement, en totale liberté, et que derrière, l'ensemble de ces expressions puissent finalement transformer, faire évoluer la culture. Donc du coup, les espaces de créativité de chacun restent finalement en tant que tels et sont préservés. Pas entamés par les règles justement, établies. Mais c'est le cœur de mon travail, c'est de se dire si on veut de l'innovation, il faut qu'on laisse les gens s'exprimer, il faut qu'on laisse les gens pouvoir dialoguer, parler, pouvoir s'épanouir. Et ce modèle, c'est le but, hein, pouvoir émotionnellement ou de manière sentimentale, pouvoir s'exprimer. C'est le nerf de cette règle. Vous parliez d'éducation aussi, du concept d'éducatif. Effectivement, il est très intéressant, ce concept aussi, dans les entreprises familiales, on le retrouve tout le temps. Et ce qui va faire le tampon entre l'éducation et l'entreprise, c'est justement l'hypogroupe, c'est ses filiales. C'est en intégrant les successeurs dans ces filiales sont finalement véritablement le tampon qui va permettre d'assurer ce conduit en fait, entre la famille
et entre l'entreprise. Donc ce conduit est assuré par cette structure, en fait, ce développement d'organisation, plutôt que d'avoir une croissance endogène où on grossit une société unique, et là, la socialisation, l'éducation, elle est très vite difficilement rationalisable. Là, plus vous développez des filiales, finalement, plus vous faites le tampon. Donc l'éducation est un facteur. Ah oui, oui. Ah ben c'est l'éducation, il fait partie de la sphère familiale, et vous avez les filiales qui sont conduites pour pouvoir développer le capital social de l'entreprise. Il y a un lien direct, hein. C'est incontournable. D'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure de la holding typiquement c'est le tampon. La holding c'est du capital. Je vais utiliser le capital pour transmettre des valeurs, de l'éducation, etc. Donc la holding fait le tampon, quoi. C'est du capital social. Rationalisation. Donc tu me parlais tout à l'heure d'émotions, en fait, tu savais pas trop ce que c'était et que tu avais du mal à pouvoir rationaliser un peu l'émotion. Parce que c'était ça, de rationaliser l'émotion. Alors, effectivement, c'est aussi une innovation dans mon travail. C'est de rationaliser une ressource immatérielle, de rationaliser quelque chose qu'on ne voit pas, de rationaliser des valeurs, de rationaliser des éléments sous-jacents. Et en utilisant cette théorie du système avec cette pensée systémique, on est capable justement de matérialiser et de comprendre et d'agir aussi bien sur le conscient, sur le subconscient, alors, aussi bien d'agir sur le conscient, sur le subconscient et l'inconscient de l'individu. Donc en fait on a cette triptyque qui justement donne un petit peu plus de grain à moudre sur tous les aspects psychologiques qui ont énormément étudié cette côté émotion, sentiment, état d'esprit. Du coup, ce système permet justement de matérialiser, de rationaliser ce genre de ressources humaines. Alors qu'on est habitué à l'émotion, elle est totalement irrationnelle. Exact, mais c'est complètement vrai. C'est ça le truc. Voilà. Moi, le challenge, c'était ça, c'est justement de matérialiser quelque chose qui, a priori, semble pas rationalisable. Après, ça pose des problèmes éthiques sur lesquels je pourrais revenir. Après, on peut parler de... Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, non, mais sur l'intelligence artificielle. On travaille beaucoup sur ça. On clone maintenant des gens, etc. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu cette tendance. Du coup, c'est vrai qu'il y a des questions éthiques qui se posent, et ça revient complètement. Et où est le facteur éthique de tout ce À travers les valeurs. Enfin, on retrouve les valeurs. C'est des valeurs éthiques, des valeurs humaines. Essayer de comprendre finalement, essayer de se comprendre l'homme, essayer de comprendre son développement. Mais mu par des considérations commerciales. Là, je suis mais là, je vais aller trop loin. Successeur. Sinon, le débat, on va pas le faire. Alors, tu as posé une question si le successeur n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai que cet aspect-là. Alors, encore une fois, ce modèle. Si tu as envisagé l'hypothèse de pas le retour. Ce modèle teste ça. S'il n'est pas d'accord, on va le voir. On va le comprendre. S'il n'est pas d'accord, alors, moi, j'ai intégré les entreprises qui sont en cours de transmission. Une entreprise familiale qui n'est pas en cours de transmission, tu peux adapter ce modèle et tu vas pouvoir voir si finalement la transmission, c'est ce que je disais tout à l'heure, fait partie des aspirations du successeur. Parce qu'ils s'en rendent compte souvent après. Et c'est ça l'écueil de la transmission. C'est pour ça que ça ne marche pas. Du coup, si tu testes ce modèle avant de rentrer dans cette phase-ci, tu vas être capable de dire, on sera capable de dire, tel successeur, il n'est pas prêt à reprendre. Donc c'est un outil de com, c'est ce que je disais. Poser une règle pour changer. Je sais pas si c'est vrai. Abdelkader, oui, tu me posais la question sur comment je passe. Comment lire le chinois. Comment lire. Comment si par exemple j'étais chef d'entreprise et que tu me proposes en fait de cette. Alors je vais prendre le cas concret et résultat. Comment lire le schéma? Très simple. Pour pouvoir jouer sur les valeurs, sur les valeurs de l'individu, le dirigeant développe tout ce qui est contrôle en fait. Il va contrôler les parties prenantes pour pouvoir vérifier que les valeurs de la famille sont bien appliquées. Il va jouer sur justement la pensée familiale à travers les performances collectives pour s'assurer que le réseau est fluide. Il va jouer, c'est justement se rendre compte de sa stratégie, c'est ça le modèle. C'est se rendre compte de ses orientations, se rendre compte de sa culture. Il va jouer sur ses croyances en accommodant la stabilité pour développer, désolé. Enfin bon, pour développer la réflexivité. Et l'idée c'est de pouvoir, in fine, tu te poses la question comment passer de là à là, comment faire ça. Et pourquoi je ne commencerais pas par le haut, par la réflexion? Il faut savoir que c'est un modèle, il n'y a pas de relation de cause et effet. Je ne sais pas si tu as pu voir, il n'y a pas de flash. Ah oui, en fait, tout est lié. Il y a un point de départ et un point d'arrivée.
cette interactivité du flash à deux sens pourrait mieux éclaircir l'émotion. C'est volontaire de ne pas avoir mis le flash. Parce qu'il n'y a pas de relation de cause et effet entre les éléments. L'idée valeur, c'est de la réflexion. De la réflexion, c'est de la croyance. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de relation de cause et effet. Est-ce qu'il n'y a pas de perte de substance s'il n'y a pas de relation? On essaye de créer des synergies ici, justement pour éviter cette perte de substance, en passant par des buts. Ce que je disais tout à l'heure, Chandler, il définit la stratégie par 4 éléments. Ressources, moyens d'action, objectif, but. On va passer par des buts. Ici, ça c'est une ressource, c'est un moyen d'action. Objectif, pardon? En 62. En 62. Objectif, but, on va passer par des buts pour transformer les choses. Je peux... Oui. Donc en fait, avant d'appliquer ce modèle, donc en fait, il faut d'abord faire un diagnostic. En fait, de ce qui manque et ce qui ne manque pas en fait dans l'entreprise. Et à partir de là, on peut appliquer ce schéma. Alors, je suis parti du constat où il y a une problématique de transmission. 80%, 12%. C'est avant que tu arrives. Il y a un vrai problème de transmission. Du coup... Eh oui, il est parti. Non, mais sur le schéma. Moi, je suis au chef d'entreprise. Oui. Et j'ai des problèmes en fait de capacité émotionnelle. Non, vous avez des problèmes de transmission ou de capacité émotionnelle. Voilà. On va agir sur ces axes. Comment on va appliquer ce schéma? On va agir sur ces axes aussi pour pouvoir appliquer ce schéma. C'est se rendre compte des actions, c'est se rendre compte de la culture d'entreprise. On va agir sur ces 4 axes pour pouvoir agir sur le savoir-être et le savoir-faire, en passant par des buts. Ouais, je peux... Oui. C'est par exemple, moi, dans mon entreprise, j'ai 2 problèmes. Ouais. Par rapport au réseau. 2 déjà. Alors, je traite qu'un. Sur les 4 variables. Ouais. Donc, j'ai un problème de réseau, un problème de réflexivité. Alors, et j'ai en fait les 2 autres. Ouais. Donc, comment en fait je... Alors, déjà, moi, je traite un problème méta. Je suis sur un problème de transmission. Donc, un problème de transmission avec ces 4 variables aussi. Donc, si j'ai un problème de transmission, je ne peux pas d'ores et déjà me dire que la réflexivité c'est bon, que les valeurs c'est pas bon et que le réseau c'est bon. Donc, je suis obligé d'analyser, de diagnostiquer, pour reprendre ce que tu disais, ces 4 variables pour comprendre comment le dirigeant développe ce réseau, comment le dirigeant crée la réflexivité auprès de ses collaborateurs. Et puis entre la conceptualisation d'un modèle et sa traduction empirique, il y a un fossé. Voilà. Il ne peut pas te répondre à partir du chemin. Ça, c'est une construction d'un concept. Mais ça pose la question de la validité. Oui, mais... il y a 5 cas que je traite, je fais une cas multiple, donc après... Non, mais c'est juste... Mais ce n'est pas un outil opérationnel immédiatement, ça c'est comment on conceptualise. Exactement. Non, mais comme tu as fait du terrain, je me suis dit peut-être... tu peux nous en fait donner un exemple à partir de ces 3, 4, 5 entreprises. Oui. C'est pour ça que tu m'as parlé de faire une étude comparative. Voilà, en fait, ouais. Mais alors, moi, je ne traite pas d'étude comparative, comme je disais. En fait, ça va t'aider pour une étude comparative, tu prends, si tu veux, justement, créer une règle que du terrain. Tu veux avoir une approche inductive, tu collectes des données, ensuite tu compares pour remonter à des propriétés, des concepts. Là, j'ai déjà une règle. Donc, je la teste si elle est bonne. Non, mais le modèle, là, on est inspiré à partir de ton terrain et un peu de la théorie. Il y a de l'abduction, exactement. Donc, en fait, ça pose la validité du modèle. 5 cas. J'ai fait 5 cas. Voilà, c'est... Après, vous pouvez continuer dehors, sous la pluie. Pour l'instant, on s'arrête là. Oui. Alors, on revient là. Ça va? Oui, c'est bon. Franchement, Badr, c'est un très bon travail, excellent pour... je te souhaite vraiment bon courage pour la suite, parce que vraiment il y a une évolution énorme sur la qualité de travail, et franchement on était sur une très soutenance. Donc ça se voit, la démarche elle est claire. Et ce qui est bon, en fait, tu as fait un effort pédagogique énorme pour nous faciliter un petit peu le sujet, le thème, les concepts également, c'est parce que c'est pas évident. Et là, en fait, en parlant déjà des concepts, moi je sais pas est-ce que tu as fait ça dans ta thèse, mais je vais poser quand même des remarques théoriques, des remarques méthodologiques et également des implications pour le développement des apports, surtout pour la valorisation de ton travail de thèse. Concernant les concepts, je crois qu'il faut dans ta thèse qu'il faut bien clarifier tout ce qui est hypogroupe. Et montrer comme quoi on n'est pas sur le stade d'un concept, on est surtout sur une notion, voilà. Et que jusqu'à maintenant, et ce qu'il faut également montrer, c'est qu'il faut montrer le contexte, je dirais, historique de l'hypogroupe, pour voir en fait
l'évolution du concept, pourquoi on a ces hypogroupes et comment, je dirais, l'environnement socio-économique qui n'a pas contribué en fait à la naissance de ce genre de concept, par rapport également à l'entreprise familiale classique qu'on connaît depuis longtemps et qui fait également, parce que l'entreprise familiale c'est l'origine en fait de toute la richesse économique qui existe dans le monde. Il y a même des économies qui ont été construites que sur l'entreprise familiale. Également un travail de clarification sur la partie dirigeant propriétaire et parlant de propriétaire, différence avec entrepreneur et différence avec investisseur, parce que lorsqu'on parle d'un holding en fait on est sur l'investissement. Entrepreneur c'est quelqu'un qui est un porteur de projet, comment il va atteindre, donc c'est quelqu'un qui a une stratégie, qui a une vision après pour atteindre, et propriétaire c'est quelqu'un qui a une stratégie actionnariale et qui a également après une politique de distribution des dividendes. Donc là en fait les limites entre ces concepts normalement ça doit également être bien clarifié dans ton travail de thèse. Sur la partie théorique j'ai vu un cadre théorique qui est très très riche, mais quand même il y avait quelques théories qui manquent et je crois que ça sera bon de les indiquer. Exactement, c'est une synthèse, je comprends parfaitement, c'est beaucoup de théories franchement. Il y a même des théories en fait qui ont évolué à la RBV par exemple. Il y en a maintenant la KBV, Knowledge Based View, et en fait qui a travaillé, qui est plus dynamique que la RBV, qui a travaillé sur ce développement en fait des connaissances dans le cadre des ressources des entreprises. Il y a la théorie des réseaux qui a manqué en fait dans les tableaux que tu as montré. Théorie des réseaux dans la façon où on va voir les relations avec les parties prenantes. Là, on est sur un environnement, on a plus de stakeholders en fait qui existent dans l'environnement. La théorie des réseaux, je crois qu'il a beaucoup de place ici dans ce cadre. Et surtout que tu as parlé après des réseaux, tu as parlé mobiliser le concept de réseau après sur tout ce qui est réflexivité et tout ça. Il y a la théorie de la rationalité limitée. Ouais. Oui, je sais, mais la rationalité limitée, il est très très lié avec l'approche systémique de Lemoine. Et il est fortement utilisé pour voir en fait la différence entre une décision idéale et une décision optimale et pour montrer en fait les sous-jacents qui existent dans l'entreprise. Maintenant parlons de l'approche systémique. L'approche systémique elle repose sur 3 éléments essentiels: le travail de groupe, l'information en tant qu'une base de ressources pour l'entreprise, et le 3e élément qui est important c'est l'élément de pilotage pour les entreprises. Et je crois que ça également, ça manque en fait de clarité en fait sur la question que le pilotage en entreprise, surtout dans le cas des hypogroupes, il est très très important pour voir en fait comment on fait pour le contrôle en fait des décisions, l'aspect émotionnel, comment il rentre dans ces questions de contrôle, de questions d'évaluation au sein de l'entreprise. Et là, la ressource émotionnelle, en fait, là, ce que tu viens de présenter, ça répond sur un débat historique, comme on dirait les Anglais, entre émotion, est-ce que c'est une nature or nurture? Est-ce que c'est une ressource qui est innée ou bien une ressource qui est développée? Et ce que tu as essayé de montrer, c'est qu'on peut, en fait, acquérir une ressource émotionnelle dans l'entreprise. Et on peut la développer. C'est ça, en fait, le vrai apport de ton travail. C'est celle-ci qui existe et elle est sous-jacente. Exactement. C'est rationaliser un élément qui n'est pas perceptible. Et c'est une ressource fondamentale. Mais justement, pour clarifier les choses, parce que tu me parles de théorie de rationalité, etc., il faut savoir que moi je traite non pas un niveau micro, ni un niveau méso, ni un niveau macro, mais un niveau méta. Méta, oui. Je suis sur une création, je suis sur une théorie qui crée une théorie, qui crée une réponse. La théorie de la rationalité limitée, les décisions, la gouvernance, effectivement, c'est des éléments incontournables, mais elles sont pas, du moins, ces théories ne sont pas assez puissantes pour comprendre l'enjeu des émotions. Exactement, mais c'est justement moi ce que je dirais, c'est qu'il faut mettre l'accent sur le fait que ça existe des choses qu'il faut les mentionner. Moi-même, la remarque de M. Duflas sur la gouvernance, elle est très importante parce que je crois qu'on ne peut pas échapper maintenant dans le travail des entreprises familiales sur ces questions de gouvernance familiale. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans les hypogroupes, si tu cherches, par un professeur en fait à l'IA de Paris, José Alouche, qui a travaillé sur cette question en fait des hypogroupes et de la gouvernance dans les entreprises familiales. Et ça sera intéressant juste en fait d'indiquer comment la structure de gouvernance en fait se fait dans ce genre d'entreprise. Maintenant, ma remarque sur la partie méthodologique, c'est que le niveau d'analyse elle est clair, on est sur le méta et on est d'accord sur ça, on est sur ce principe. Mais l'unité d'analyse, il y a où la différence. Là où j'arrive pas à en fait
tu proposes un modèle, tu proposes en fait un modèle, franchement, en fait, un modèle conceptuel que tu as bien testé sur 5 cas, mais l'unité d'analyse, est-ce que c'est cette partie émotionnelle, est-ce que c'est sur la prise de décision, ou bien sur le contrôle, ou bien sur la succession, est-ce que sur la succession, comment on parle en fait, parce que la succession, en fait, on va rentrer sur des choses qui sont aussi très très culturelles. Troisième remarque, c'est par rapport aux implications, par rapport au développement que tu peux faire par les résultats. Moi, je suis pas d'accord pour le fait que tu fais des comparaisons entre les études de cas, parce que c'est pas l'objet de ta thèse, mais il faut en fait analyser les résultats par rapport à d'autres facteurs, et surtout les facteurs de contingence de l'entreprise, par rapport à la taille, par rapport au secteur d'activité, le marché, et également tout ce qui est recherche et développement des entreprises. Là, ça va aider en fait à comprendre chaque cas par cas. En fait, on essaie de comprendre ce qui fait en fait la relation de ces hypogroupes par rapport à des facteurs de contingence qui ont été faits par Mintzberg de manière en fait standard sur les différents types d'entreprises qui existent dans le monde. Et là, je reviens à trois éléments plutôt culturels dans ta thèse qui m'ont attiré mon attention. C'est que le premier, c'est que le fait que tu as dit qu'il y a l'absence de communication entre le successeur et le prédécesseur en fait. Moi je crois en fait ça a été une évidence qui a été confirmée dans toutes les études qui ont été faites sur les entreprises familiales. C'est qu'il y a un manque de communication pas seulement entre ces deux agents, mais un manque de communication dans l'entreprise familiale en général. Parce que généralement, d'une manière culturelle, on dit que ce sont des affaires en fait internes et on ne va pas faire le nettoyage en fait de notre linge en fait devant tout le public de l'entreprise et on va gérer nos affaires en maison. Ça dépend des sujets, parce que quand tu regardes bien, les entreprises familiales, ils ont un peu de marge supérieur de 3-4 points des entreprises familiales. Bien sûr. Donc, ça dépend des sujets. Autant les sujets d'activité, opérationnelle, ils en discutent, mais les sujets stratégiques, les sujets comme la transmission d'entreprise, qui ne font pas partie finalement de l'activité courante, on en discute. Il faut isoler les contextes et il faut isoler les sujets. Bien sûr, mais là on parle de décision stratégique. Parlons de décision stratégique et ces grandes orientations, en fait les décisions ne se prennent pas en fait au niveau des entreprises, elles se prennent dans les maisons entre familles. Et généralement un conseil qui est tout à fait donné par les recruteurs pour les nouveaux recrues, c'est que lorsqu'on veut travailler dans une entreprise familiale, le premier conseil c'est qu'il faut se taire. Il ne faut pas parler devant la famille, il ne faut pas montrer ce qu'on veut devant cette famille parce que généralement c'est un monde fermé et il ne faut pas essayer de le déverrouiller. Ça c'est premièrement. Deuxième question culturelle que j'ai montrée, c'est que tu as parlé beaucoup des parties prenantes et il y en a des conflits d'intérêts qui peuvent exister. Mais le conflit là où ce que je vis, c'est que le conflit générationnel, il est important entre deux générations sur cette question de transmission de pouvoir, parce que ce sont parfois deux optiques différentes, deux objectifs qui sont différentes, et on a vu des fois où le successeur il va prendre l'entreprise et il va changer l'activité totalement, il va changer même toute la chaîne de valeur. Vous l'avez posé initialement. C'est que cette question en fait ça rejoint l'idée de l'éducation, mais en fait le conflit générationnel il est très important, et moi je vois le modèle que tu as présenté qui est très intéressant, le schéma sur les quatre variables et les liens. Comment, ça peut être même une implication, c'est comment on peut transposer ce modèle par rapport aux phases de l'entreprise, phases de développement de l'entreprise. Lancement, croissance, développement, maturité. Donc, est-ce que vraiment on va rester sur le même modèle ou est-ce que ça va changer avec, quelles sont les variables qui peuvent en fait changer ce modèle? Bien sûr, parce que c'est derrière ces phases, il y a des objectifs qui changent. Exactement, mais ça peut être une perspective de développement dans ton travail de thèse. Bon, merci, c'est tout. Je pense qu'implicitement, c'est la maturité. Exactement, on travaille sur la maturité. Elle est implicite dans l'analyse, mais c'est à lui de le dire. Alors, peut-être toujours dans la même lancée, c'est effectivement au plan des formes, il faut peut-être être un peu plus rigoureux sur la méthode. C'est bien de dire je fais un peu du constructivisme, j'ai fait du déductif et de l'inductif, j'ai fait des méthodes comme... Non, c'est bien tout ça, mais c'est pas un panier dans lequel on mélange tout, on secoue et il sort une méthodologie. Non, il faut vraiment quoi dans le constructivisme, quoi quand il s'agit de faire de l'analyse déductive, sur quel aspect, quels sont les aspects qui ont nécessité forcément une méthode
une approche qualitative, il faut être vraiment limpide là-dessus. Parce que je sais que souvent, le temps ne le permet pas dans les exposés, mais là, il faut être très rigoureux et bien savoir on a fait quoi, pourquoi, quels outils, pourquoi, et quelles interrogations ça permet de résoudre. Ça, c'est un élément, plan des formes, qui a toute sa importance. Et puis sur les autres, sur les 4 variables qui ont été choisies, je pense qu'il faut être un peu plus clair sur les fondements de ces variables. On sait que ça a été choisi, mais on peut se poser la question pourquoi, mais surtout aussi leur explication pêche un peu sur notion de réseau. Je ne sais pas si peut-être le temps. Je vais passer comme ça un peu trop rapidement sur les variables, et alors elles sont fondamentales dans le processus d'analyse, donc il faut peut-être plus expliquer que cela. Par exemple, la notion de réseau est partie, ça a été reposé, mais la notion n'est pas évidente quand il s'agit d'hypogroupe et de entreprise familiale. Il faut vraiment, la notion c'est comment la logique réseau et la logique hypogroupe se marient. C'est pas évident de le faire. Il faut prendre du temps sur ces variables qui sont des variables clés. Et également sur l'étude exploratoire, je crois pas certainement tu as fait l'étude exploratoire, ça va être très intéressant de la montrer et de la valoriser. Parce que c'est que ce que tu as fait dans ton méthode, c'est le fruit de tout ce que tu as montré dans l'étude exploratoire. Et il faut valoriser le travail à travers la présentation de l'étude exploratoire. Et une des perspectives de recherche que je vois, c'est que pourquoi pas transformer en fait ce travail, ce que tu as fait, dans du conti. Parce qu'après, on aura besoin de faire du conti. Ça sera très intéressant d'impliquer le après la thèse. Après la thèse, bien sûr. Ça peut être un post-doctorat après, bon, si tu veux faire. Après la thèse. Mais du conti, c'est important. L'objectif maintenant, ça dure. Et une dernière. J'aimerais vous féliciter pour les qualités oratoires que vous avez. C'est vraiment très agréable de vous écouter. Vous parlez librement, vous êtes à l'aise, vous savez de quoi vous parlez, du coup c'est très agréable. Et du coup, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous savez capter l'auditoire. Je me pose la question des hypothèses. J'ai vu les 4 variables et tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre les variables. Du coup, j'ai bien envie de voir vos hypothèses. C'est quoi les hypothèses qui nous permettent de voir les variables? Comment est-ce que les choses, j'ai envie de dire, sont liées? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est un peu plus sur la fin de la présentation. Vous avez dit que votre analyse vous permettait finalement de proposer un système qui nous permet, je ne sais pas, de relier le niveau macro, méso, micro, ou encore de faire un lien entre l'économie, la sociologie et tout. J'aimerais en fait savoir comment c'est possible. Ça, c'est la deuxième question. La troisième cherche à savoir s'il y a d'autres approches, à part celle émotionnelle, pour analyser la réussite de la transmission des entreprises. Et la dernière, c'est quels sont les résultats que va proposer le modèle pour un successeur en fait qui n'aspire pas à reprendre l'entreprise. Du coup, comment on va pouvoir détecter que la personne n'a vraiment pas la volonté de reprendre l'entreprise à travers le modèle? Et c'est tout. C'est un travail sans hypothèse, pas d'hypothèse. Donc c'est pas dans une démarche qualitative, c'est pas non plus j'allais dire surprenant, mais en même temps c'est ce que je disais dans le modèle, il n'y a pas de relation de cause à effet entre les différentes variables. Une variable entraîne une autre. Donc finalement on n'a pas de relation de cause à effet puisque chaque variable est une conséquence d'une autre. Sur lier les disciplines, justement puisque je parlais de système transformatif, de système évolutionniste, et l'idée à travers cette règle finalement, c'est qu'on va pouvoir faire des liens entre les différentes disciplines en étudiant finalement, c'est ce que j'ai expliqué ici, en étudiant la capacité émotionnelle, en faisant des relations entre les différentes disciplines, en passant par les formes d'apprentissage, les croyances, le réseau, la réflexivité et les valeurs. Donc plus on va travailler nos capacités émotionnelles, plus on va pouvoir faire des liens entre les différentes disciplines à travers cette capacité relationnelle qui lie justement réflexivité et croyances. L'existence d'autres approches, oui, il doit sûrement avoir d'autres approches, enfin, sans doute. Moi j'ai décidé de retenir les émotions parce que finalement c'est une approche
forte, c'est une approche qui étudie les aspirations profondes de l'individu pour voir si le successeur, pour reprendre ta question, pour voir si le successeur est prêt ou pas à reprendre l'entreprise. C'est l'avantage de ce modèle. C'est finalement, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. On se rend compte que les successeurs reprennent la boîte, mais au bout de quelques années, ils se rendent compte que c'est pas leur prédiction, c'est pas leur domaine de compétence. Du coup, en mettant en place ce système ou en testant ce système en amont de la transmission, on va pouvoir être capable d'accompagner le successeur et de comprendre si ce processus fait vraiment partie de ses aspirations. Après, comment détecter, c'est ça, c'est ce que tu disais. Justement, c'est cette règle, c'est pouvoir détecter les aspirations du successeur et dire, voilà, s'il est pas prêt, mais si justement la transmission fait partie de son projet, en étudiant la transmission sur les questions de fond et en matérialisant ses émotions, tout simplement. Alors, je sais que tu n'aimes pas les approches comparatives, mais il aurait été intéressant de voir des cas de transmission non réussie. Et c'est pas facile, encore une fois. Enfin, moi, j'en vois. Ça aurait été intéressant de voir, dans un cas de non réussite, quelles sont les variables qui tiennent encore la route dans ce modèle à titre de test. Voilà, une succession, il y en a, c'est sûr, des transmissions échouées, il y en a pas mal. Voilà. Malheureusement, il y a énormément. Donc, s'il est possible de regarder et de le tester à travers des yeux, et là, on pourra voir un peu la viabilité et la solidité de certains des ce serait intéressant. Mais il faut trouver les données. Bon, merci beaucoup. Bravo.